Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Il a atterri sur le nez mais il s'est réveillé. Le module spatial japonais fonctionne après une arrivée rocambolesque sur la Lune. On y revient en première partie d'émission dans votre Call Actu. On parlera aussi d'Ingenuity, le petit hélicoptère martien qui a volé pour la toute dernière fois il y a quelques jours. Et puis l'Iran est au cœur des discussions après le lancement de 3 satellites dans l'espace. Enfin, dans votre talk, dans votre Space Talk, on va parler d'assurance spatiale, une branche méconnue du secteur qui permet pourtant aux acteurs d'amortir des sommes astronomiques qui s'imposent après l'échec d'un lancement. Pour ne citer que cet exemple, on va revenir sur le sujet avec nos 2 invités en plateau spécialistes du sujet. Voilà pour le programme, on démarre tout de suite direction la Lune. Le module spatial japonais Slim posé sur la Lune s'est enfin réveillé. Une première photo avait été prise sur place qui a permis de découvrir que l'atterrisseur japonais s'était échoué sur la Lune, la tête à l'envers. À cause de cette mauvaise orientation, la JAXA n'était pas certaine de réussir à charger les panneaux solaires de Slim. Or, sans cette source d'énergie, évidemment, Slim ne pouvait pas fonctionner. Mais finalement, la communication avec Slim a été établie avec succès et les opérations ont pu démarrer. Slim a immédiatement entamé ses observations scientifiques et pris une image d'une roche située à proximité, puisque c'est bien là l'un de ses objectifs principaux, analyser les roches de son site d'atterrissage afin d'en apprendre davantage sur les origines de la Lune et sa formation. Ingenuity, le petit hélicoptère martien de la NASA, n'est plus capable de voler. Lors de son dernier vol, le 18 janvier dernier, une ou plusieurs de ses pales de rotor en fibre de carbone ont été endommagées pendant l'atterrissage. En conséquence, la NASA a déclaré mettre un terme à la mission d'Ingenuity, qui n'est plus capable de voler à long terme. L'hélicoptère a atterri, on le rappelle, pour la première fois en mars 2021, initialement conçu pour effectuer jusqu'à 5 vols d'essai expérimentaux sur 30 jours seulement. Il est finalement resté sur Mars pendant 3 ans, a réalisé 72 vols et parcouru plus de 14 fois la distance prévue, permettant ainsi une exploration inédite de la planète rouge. Dernière actualité, l'Iran a envoyé ce dimanche pour la première fois simultanément 3 satellites dans l'espace. Selon les médias officiels iraniens, les satellites ont été lancés à l'aide de la fusée Simorgh, développée par le ministère de la Défense iranienne. Un satellite de 32 kg et 2 nanosatellites de moins de 10 kg ont été placés à une orbite minimale de 450 km. Alors les 2 plus petits engins étant officiellement destinés à des essais de fréquences de communication et de technologie de géolocalisation. Mais alors pourquoi lit-on partout cette semaine que la tension monte d'un cran dans l'espace ? On va poser la question à Jean-Daniel Testé qui est en ligne avec nous, président d'Agena Space et consultant en sécurité dans l'espace. Bonjour Jean-Daniel Testé, bienvenue dans cette émission. Que représentent ces lancements finalement en matière de géopolitique ? Bonjour. Comme d'habitude, pour ce qui concerne l'Iran, son programme spatial, en tout cas son programme de lanceur, est essentiellement drivé, si je peux m'assumer ainsi, par le développement de missiles balistiques. Donc, ce qui est inquiétant, en fait, c'est que après 5 échecs successifs de cette fusée Simorgh, ils ont finalement réussi un premier lancement et la mise en orbite. Mais la mise en orbite, comme vous l'avez très bien dit, est anecdotique. 3 petits satellites, il s'agit de 3 CubeSats. Donc, c'est pas un exploit et c'est pas des satellites qui ont des missions majeures. C'est des missions certainement expérimentales pour tester quelques petites technologies. Ce qui est plus préoccupant, c'est le succès du lanceur, puisqu'il y a beaucoup de communauté entre ce lanceur Simorgh et les lanceurs de portée intermédiaire balistiques que développe par ailleurs la défense iranienne. Donc c'est plus préoccupant de ce côté-là parce que ça montre qu'ils sont avancés dans la maîtrise un petit peu du développement et de ce type de lancement. Comment on justifie légitimement l'inquiétude européenne, parce qu'on peut se dire que c'est un développement technologique légitime ?
Alors la légitimité, bon, elle s'exprime forcément par rapport à un droit global et en fait aujourd'hui l'Iran contrevient à des règlements internationaux relatifs à la prolifération des armes de destruction massive. Typiquement, un missile balistique est potentiellement porteur des armes d'armement de destruction massive. Donc on est dans cette logique-là, c'est-à-dire que l'Iran est un pays aujourd'hui qui prolifère puisqu'il va se doter de cette capacité qui est aujourd'hui prohibée par les instances internationales. C'est pas le premier lancement. Hein. Ces derniers mois, il y avait déjà eu un lancement de l'Iran. Est-ce que la prochaine étape, c'est d'établir clairement les possibilités iraniennes en matière de défense, voire d'attaque spatiale? Est-ce qu'on est déjà en mesure de le dire? Je pense que c'est plus complexe que ça, dans le sens où le lancement précédent est un lancement qui, lui, avait été fait par le ministère de la Défense, c'est un succès aussi, alors que celui-là est plutôt présenté comme un essai, je dirais, à but civil. Le précédent était typiquement fait par les gardiens de la Révolution, donc pour le compte du ministère de la Défense, et avait mis en orbite un satellite d'observation. Donc, il avait une finalité, je dirais, d'application spatiale, d'utilisation d'un satellite pour faire des images, pour faire des photos, etc., etc. Là, on est dans une autre logique, on est dans le développement d'un missile balistique, on va dire, de portée intermédiaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que l'on considère, c'est que les missiles balistiques iraniens ont une portée entre 1500 et 2000 km maximum. Franchir cette étape, être capable de délivrer une charge utile d'une centaine de kilos globalement, si on englobe les trois charges utiles, ça fait un peu moins de 100 kg, être capable de le délivrer à 450 km d'altitude, ça veut dire que le vecteur, s'il est transformé en missile balistique, double potentiellement sa portée par rapport à celle qui était aujourd'hui acquise avec les missiles de courte portée iraniens, comme je l'ai dit, 1500 à 2000 km. Aujourd'hui, on passe dans des missiles qui ont de portée intermédiaire, qui est plutôt de l'ordre de 3500 à 4000 km, avec ce genre de capacité. Donc c'est inquiétant dans ce sens-là, c'est-à-dire que les cibles sont plus lointaines et sont plus forcément, ils menacent beaucoup plus la région qu'ils ne le faisaient lorsqu'il avait des missiles à courte portée. Merci Jean-Daniel Testé, président d'Agena Space et consultant en sécurité dans l'espace, d'avoir pris le temps de nous éclairer sur cette actualité. On y reviendra peut-être plus longuement dans une émission. On enchaîne quant à nous avec le Space Talk sur Bismart. L'industrie spatiale aussi a besoin d'un parachute. Alors le secteur de l'assurance est adapté, mais à quoi ressemble cette branche discrète au marché encore naissant? Pour en parler, nous avons en plateau Denis Bensoussan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors vous êtes en charge des activités spatiales chez Beazley. On va revenir un petit peu sur votre expertise dans cette émission. En face de vous, on a Maxime Puteaux, habitué du plateau de Smart Space. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur cette émission. Vous êtes donc responsable des lanceurs chez Euroconsult. Alors on va commencer par rentrer un petit peu dans le vif du sujet pour qu'on comprenne. L'assurance spatiale, ça concerne quel moment de la chaîne de valeur précisément dans le secteur spatial? Écoutez, ça vient très tôt. Ouais. Ça vient au moment de l'achat, la décision d'achat. Ça se fait parce que ça vient en accompagnement du financement. En fait. Ce sont des sommes importantes. Ouais. Donc on a besoin de faire des financements extérieurs en dehors du bilan. Et donc, ça permet, c'est une des conditions du financement. Donc, c'est le collatéral au financement des banques. Donc, ça permet d'autoriser l'achat de satellites par des opérateurs commerciaux. Ouais. Donc, on parle principalement du marché des satellites ici? Oui, tout à fait. Oui. Ça remonte au début de l'ère commerciale dans le spatial. Ouais. C'est à peu près le milieu des années 60 avec Telstar, avec Early Bird d'Intelsat. Et donc, qui étaient donc des satellites privés, en fait. C'est ça qui est intéressant, peut-être. Exactement. C'est-à-dire que c'est les premiers satellites commerciaux géostationnaires. Donc, l'orbite géostationnaire qui avait été rêvée par Arthur C. Clarke, en fait, pour permettre, en fait, les communications autour de la Terre. Et donc, ça a été fait à titre commercial à partir des années 60, à la suite des projets de la NASA et autres. Et donc, depuis le début de cette ère commerciale, l'assurance, en fait, a accompagné l'achat et le développement de ces satellites commerciaux. En fait. Vous l'avez dit, en 1962, le premier satellite privé, donc ça démarre là, ce secteur. Est-ce qu'alors déjà, on savait répondre? Est-ce que le secteur de l'assurance a dû s'adapter ou est-ce qu'on savait répondre aux besoins spécifiques au secteur spatial?
Ça a beau être un transport dans un environnement particulièrement hostile, ça reste une opération de transport, avec à la différence près qu'à partir du moment où le satellite est dans sa coiffe et le lanceur décolle, on ne peut plus intervenir sur l'objet. Et donc on a utilisé l'assurance comme finalement le moyen de régler, d'assumer les risques que pouvait encourir le matériel, puisque une fois que le satellite est en orbite, jusqu'à présent, on n'était pas en mesure d'aller le chercher ou d'aller le réparer ou d'aller regarder ce qui se passait. Donc l'assurance, c'était vraiment le filet de sécurité. Et ce sont en fait des assureurs du transport aérien, du transport maritime qui sont venus au spatial dans une logique de diversification. On va revenir sur les acteurs, c'est intéressant de voir les opportunités aussi qui s'ouvrent et puis la variation des acteurs qui arrivent sur ce secteur. Est-ce qu'on a une idée de la part que ça représente, l'assurance spatiale, au cœur de l'assurance ? C'est une petite part. C'est un secteur qui est très niche, qui est très de pointe. On est à peu près aujourd'hui, historiquement, entre 500 millions de dollars et 1 milliard par an, en fait. D'accord. Donc, par rapport à l'industrie spatiale, c'est une toute petite fraction, mais c'est une fraction très importante parce que ça permet, en fait, tout le reste de l'activité de se développer. En anglais, le terme, c'est « enabler ». Donc, ça permet, en fait, l'achat de satellites, l'achat de lanceurs, en fait. Et donc, ça permet, en fait, tout le développement de l'industrie spatiale, en fait. Et donc, ce marché-là, est-ce qu'il est plus prometteur qu'un autre ? Vous l'avez dit, c'est tout petit, c'est une niche. Quand on est un acteur de l'assurance, c'est pas forcément une évidence d'aller servir ce secteur-là, quoi. Le marché de l'assurance a quand même trouvé son bonheur dans le marché des satellites géostationnaires, puisqu'on était sur un marché qui est relativement stable, prévisible, avec des objets dont les risques étaient relativement connus et qui étaient fiables. Et en fait, le monde est en train de changer. Donc peut-être Denis va pouvoir en revenir dessus, mais ce qui a fait un peu le pain et le beurre de l'industrie en général pour les opérateurs de satellites et les assureurs, ce pain-là a été mangé et est un peu en train de disparaître. Alors pour qu'on comprenne la révolution qui s'opère aussi et qui va toucher les acteurs de l'assurance spatiale, on peut comprendre ce qui fait la spécificité du secteur spatial et de l'assurance spatiale. Est-ce que les conditions sont les mêmes ? Alors vous l'avez dit, pas forcément. Les règles ne sont pas tout à fait pareilles. Il y a la question du dommage au bien, peut-être que vous pouvez décrypter, c'est-à-dire que quand on assure sa voiture, l'idée c'est qu'on a un pourcentage de chance d'avoir un accident et de pouvoir remplacer cette voiture-là. Quand on envoie un objet dans l'espace, c'est complètement différent. On ne peut pas le réparer. On ne peut pas le remplacer comme ça. Donc, comment ça se passe ? Alors, je vais essayer de commencer par le début. Alors, en fait, c'est un secteur de niche qui est très technique, qui demande des gens qui ont des grandes qualifications techniques pour comprendre le design des satellites et pour comprendre la fiabilité sous-jacente des satellites et pour pouvoir essayer d'anticiper effectivement quelle sera la fiabilité au bout de 5, 10, 15 ans, qui est la durée de vie générale des satellites en orbite géo. Il faut parier sur la vie du satellite. Exactement. On va beaucoup plus loin que le lancement, c'est important de le préciser. Exactement. Donc, je reprends votre analogie de la voiture. En fait, c'est comme si on a une voiture et qu'on traverse le désert ou qu'il n'y a pas de station-service et donc on doit tout prendre à bord, en fait. Donc, on doit prendre 3 ou 4 roues de secours. On doit prendre beaucoup de fuel avec soi. Et donc, c'est pour ça que les satellites aussi ont ce coût très important parce qu'ils prennent à bord, en fait, tout ce qu'ils auront besoin pendant la durée de vie, en fait. Donc, la spécificité de l'assurance, en fait, c'était de couvrir des sommes assez importantes. On parle de 200, 300, 400. Aujourd'hui, on est à plus de 500 millions des fois. Par satellite. Donc, très important, sur un phénomène qui est très rapide. En fait, un lancement aujourd'hui, c'est entre 10 et une demi-heure. En fait, donc c'est très rapide. On met tout ça en jeu sur une demi-heure. Comme on l'a dit, pas de moyens de recours, de réparation. Donc des polices d'assurance qui ne sont pas standards du tout, qui sont vraiment adaptées à la besoin, à la mission du satellite. C'est ça. En fait, c'est la mission, vous avez mis le mot dessus, c'est que quand un acteur du spatial assure son satellite, il assure la performance de son satellite. La performance est un des éléments critiques. Mais on assure aussi, donc c'est pour ça qu'on doit prédire la fiabilité, parce que il faut savoir quelle sera cette performance pendant toute la durée de vie du satellite. Et on sait que la performance, elle peut être très spécifique. Ça peut être des missions d'observation, des missions de navigation, des missions de télécommunication. Donc, la police d'assurance doit vraiment reprendre toutes les caractéristiques de cette performance. Donc ça, c'est un élément. Et aussi les revenus futurs qui peuvent être assurés. Donc ça, c'est un important. Et on en couvre aussi une partie de l'actif aussi. Donc ça peut être la valeur, le coût du remplacement du satellite. Et
pour la fusée, c'est le coût de remplacement, le rachat d'une opportunité de lancement, en fait. Donc, c'est ça qui fait le caractère unique aussi, c'est qu'on a une exposition très large, très rapide. C'est volatile parce qu'en général, il n'y a pas beaucoup de pertes partielles. C'est soit ça marche très bien ou ça ne marche pas du tout. Ouais. Donc voilà, c'est vu comme quelque chose de volatile, beaucoup de sévérité. Et donc il faut adapter ça en termes non seulement d'expertise technique, mais de capital aussi. Il faut avoir du capital qui est disponible très rapidement. Ouais. Et donc c'est pour ça que c'est réservé à un certain nombre d'acteurs très réduits. C'est intéressant ce que j'ai lu, que le remboursement arrivait très vite, le dédommagement arrivait très vite dans le secteur spatial. Ouais, c'est vrai, c'est une des caractéristiques du service qu'on fournit à nos clients. J'ai lu 2-3 mois, genre, j'ai trouvé ça assez dingue. Et ça peut être beaucoup plus rapide que ça. En fait, l'idée, c'est de vraiment pouvoir fournir l'expression parachute, c'est ça. C'est quand on tombe en chute libre, on a besoin d'un parachute tout de suite, pas dans un mois. Et donc, l'idée, c'est de mettre ce capital à disposition pour trouver une solution de remplacement. Une solution de remplacement, c'est tout de suite réserver un lancement, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de demandes pour les lancements, notamment avec SpaceX, qui a un calendrier qui est très, très, très chargé et pas beaucoup d'alternatives. Donc, il faut tout de suite réserver et il faut payer. La deuxième chose, c'est que pour avoir la capacité en satellite, par exemple, quand on a des contrats avec des compagnies de télévision, par exemple, avec des événements à distribuer, il faut trouvé de la capacité chez d'autres satellites pour pouvoir assurer le service à son client. Donc pareil, il faut aller vite. Il y a beaucoup de demandes, pas beaucoup de disponibilité. Donc il faut aller très vite. Et puis pareil, il faut aussi recommander un nouveau satellite. Les délais de construction de satellites sont longs, c'est 2 ans, 3 ans. Et donc le plus tôt on peut faire cette commande, on peut commencer à réserver les sous-systèmes, ça permet de réduire le temps. Donc effectivement, la durée de paiement des sinistres, ça fait partie du service et de la différenciation. Oui, ça va être décisif. On a eu un exemple assez fort de peut-être l'utilité d'une assurance spatiale l'année dernière avec le lancement raté de Vega C qui emportait des satellites de Airbus, si je ne dis pas de bêtises. Pléiade Neo. Voilà, la Pléiade Neo. Et à ce moment-là, on a une idée du dédommagement que ça représente, déjà du coût que ça représente pour Airbus qui va exploser ses satellites. Surtout qu'en plus, on est dans le cas des Pléiades Neo, on était dans le cas d'un constructeur-opérateur. Donc c'était Airbus qui construisait les satellites pour son activité d'observation, avec derrière l'impossibilité de générer du service. Donc je n'ai plus en tête le montant de la prime, mais c'était un événement de plus dans une année 2023 qui a été assez terrible pour le monde de l'assurance, à côté de Viasat, premier Viasat 3, un satellite à $1 milliard dont l'antenne ne s'est pas déployée, un petit satellite qui voyageait en passager, Astranis pareil, qui n'a pas fonctionné. Donc à la fois côté satellite et côté lanceur, on a vécu une année 2023 très difficile, et la question est de savoir si le secteur de l'assurance va pouvoir se remettre sur pied et à quel horizon. Oui, parce qu'en fait, vous l'avez dit tout à l'heure, les choses bougent énormément, on prend plus de risques, il y a plus de lancements, ce qui peut-être naturellement augmente les chances d'un échec finalement, et ça va complètement changer les habitudes de ce tout récent secteur de l'assurance spatiale. Le secteur de l'assurance est quand même un petit peu vieux, mais il est bouleversé parce que son cœur de métier, c'était quand même les satellites géostationnaires. Ce marché-là, on en a déjà parlé, est amené à diminuer. Donc il y a moins d'objets ou des objets des fois plus petits. Et en plus, on va introduire une nouvelle plateforme, on pourra peut-être y revenir, donc c'est de nouveaux satellites, des nouveaux risques. Et en parallèle de ça, on voit la multiplication des constellations, et où en fait tout le monde ne s'assure pas. Et donc Denis avait évoqué ce chiffre dans une conférence. Finalement, le pourcentage du satellite qui est actuellement assuré par rapport au nombre total de satellites lancés est vraiment marginal. Mais pourquoi ? Alors, ça fait partie de l'évolution qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on a un satellite géostationnaire qui coûte 200 ou 300 ou 400 millions. Effectivement, ça fait sens d'assurer le risque. C'est aussi un satellite qui est financé par des banques. Et les banques ont besoin de cette assurance. C'est une des conditions de financement. Aujourd'hui, on évolue vers une industrie où il y a plus de petits acteurs. Et donc, la taille des satellites a réduit, le coût des satellites a réduit, la durée de lancement. Et donc, du coup, en fait, l'assurance, c'est un outil de remplacement financier, c'est le parachute financier. Et aujourd'hui, on a des parachutes techniques. C'est-à-dire, dans une constellation, typiquement, on perd un satellite, et il y a d'autres satellites qui peuvent effectivement jouer ce rôle de parachute. Donc ça, c'est effectivement une évolution. L'autre évolution, effectivement, c'est la réduction du nombre de satellites géostationnaires. Une autre évolution, et en fait, je pense que c'est un des challenges principaux du marché de l'assurance spatiale, c'est en fait la course à l'innovation qui s'est beaucoup accélérée depuis les dernières années et qui aujourd'hui
prend part pour toute l'industrie. Ça veut dire pendant très longtemps, c'était seulement les petits acteurs qui étaient les plus innovants. Et aujourd'hui, même les grands acteurs, les acteurs traditionnels, Airbus, Boeing, etc., ont été obligés aussi de se mettre dans un rythme d'innovation effréné. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire prendre plus de risques et moins tester sa technologie et donc moins s'assurer de la réussite. C'est-à-dire changer d'approche technique et de paradigme en termes de fiabilité, en fait. C'est-à-dire que la fiabilité, pour nous, en tant qu'assureurs, mais aussi pour l'industrie, pour les opérateurs, c'était le point cardinal. C'est-à-dire on a besoin de fiabilité, l'assurance assure des satellites fiables et avec un degré d'innovation qui est mesurable, anticipable, qui est tarifiable. Aujourd'hui, on a toute l'industrie qui a bougé vers un modèle différent où, en fait, l'idée, c'est vraiment de se positionner et lancer des choses, des satellites, des lanceurs qui ont un degré de fiabilité anticipé beaucoup plus faible, en fait. Mais l'intérêt, c'est d'être le premier sur le marché. Ça rejoint la culture de l'échec, qu'on a déjà évoqué sur... C'est la philosophie d'Elon Musk, c'est-à-dire ce qu'il appelle hardware rich, c'est-à-dire beaucoup d'équipements qu'on lance et on teste en vol, en fait. Mais ce n'est pas très compatible avec le principe directeur de l'assurance spatiale, qui est quand même des choses qui ont été testées. Donc aujourd'hui, on a cette course à l'innovation qui va un peu à l'encontre de la course à la fiabilité, en fait. Donc c'est là qu'il y a effectivement un challenge important. Est-ce que la conséquence est peut-être que les prix augmentent des assurances ou c'est ce qui est en train de se passer. Il y a un ajustement. Effectivement, l'année 2023 peut être qualifiée d'année historiquement catastrophique. Je pense qu'on est aujourd'hui à des chiffres qui sont au-delà du milliard de pertes, de sinistres à rembourser. Et donc, il y a des réajustements qui sont en cours pour justement faire en sorte que l'industrie de l'assurance puisse continuer à faire son travail, c'est-à-dire d'accompagner le développement, l'innovation dans l'industrie spatiale. Donc, c'est des réajustements en termes de prix, et c'est des réajustements aussi en termes de conditions, de police. Et on va essayer de faire en sorte de donner un peu plus d'incentives pour retrouver la fiabilité qui pouvait exister par le passé. Maxime, ces acteurs, c'est qui a les reins suffisamment solides pour affronter une année comme l'année 2023 avec 1 milliard de sinistres? Est-ce que ce sont des acteurs classiques de l'assurance? Est-ce que ce sont de nouveaux entrants? Ce sont souvent des acteurs établis qui se sont diversifiés dans le spatial en plus de leur activité historique du transport. Donc Beazley en fait partie, on a eu AXA et d'autres sociétés généralistes en font partie. Elles ne sont pas forcément très très visibles, mais ont cette activité-là. Je tiens aussi à préciser qu'en fait, quand on parle d'assureur, il y a 2 niveaux d'assurance, parce que Denis peut y revenir dessus. Les risques étant tellement élevés, les assureurs sont amenés à partager les risques entre eux, entre concurrents, sur une même mission, vis-à-vis d'un même client, et en plus sont amenés à se réassurer pour assumer les conséquences. assureurs se réassurent. D'accord, parce que les sommes sont trop élevées et qu'on ne peut pas avoir la trésorerie nécessaire, c'est une approche, il y a une approche qui est nécessaire, c'est l'approche de portefeuille, en fait, et de diversification du risque, en fait, parce qu'il n'y a pas suffisamment de risques pour arriver dans la loi des grands nombres. Alors c'est la question de la mutualisation. Exactement. C'est-à-dire que dans le secteur spatial, alors en toute logique, vous le saurez mieux que moi, mais pour garantir aussi d'être capable de rembourser, il y a suffisamment de personnes qui apportent de l'argent aux assureurs pour qu'ils puissent en sortir une fois ou deux sur des sommes astronomiques. Là, il n'y a pas suffisamment de personnes qui ont recours à une assurance et donc il n'y a pas suffisamment de cash réuni, quoi. C'est exactement ça. C'est un des challenges, le fait qu'il y ait moins de satellites géo, ça rend effectivement l'échantillon de risque sur une année faible. Et donc du coup, on n'a pas cet effet de mutualisation, c'est-à-dire que les bons risques payent pour les plus mauvais. On n'arrive pas à avoir ce modèle, en fait. Donc il faut trouver d'autres solutions. On a parlé de ces nouveaux acteurs, des startups notamment, qui arrivent avec des coûts en dessous. Il y a des nouveaux acteurs comme ces startups qui vont aussi sur le marché de l'assurance. Est-ce que c'est viable, prometteur, au vu de ce qu'on se dit là?
Alors, la valeur des satellites étant plus faible, le montant de la prime d'assurance, du coup, le sera aussi. Mais ça peut être aussi une manière de distribuer les clients et d'avoir une assise peut-être un peu plus élargie, même si elle est un peu moins importante. On voit aussi peut-être d'autres activités se faire assurer. Là, on parlait du lancement du satellite et du déploiement du satellite, mais il y a des activités de service en orbite, il y a des activités d'alunissage qui commencent à être assurées. Et donc, c'est peut-être aussi des opportunités, des relais de croissance qui peuvent être intéressants pour le monde de l'assurance. C'est-à-dire rajouter des acteurs, rajouter des cas pratiques. On voit de plus en plus, on l'a dit, on l'a effleuré tout à l'heure, les satellites géostationnaires, c'est pas forcément l'avenir, quoique... ça restera le cœur de marché en valeur. Mais demain, les satellites seront capables de se déplacer, seront capables d'aller peut-être se réparer. Encore des nouvelles applications et des nouvelles spécificités auxquelles il faudra répondre avec les assurances spatiales. Ouais, l'intérêt, c'est de faire grossir le gâteau, en fait, pour pouvoir arriver justement à ce niveau de mutualisation. Et donc, effectivement, il y a des promesses. Le gâteau est en train de grossir, mais effectivement, il y a une phase de transition qu'il va falloir digérer d'abord. Et le gâteau, il va grossir vers toutes les activités qu'on appelle dans l'espace, en fait. Aujourd'hui, on est dans une industrie qui est vers l'espace. Et aujourd'hui, on va aller avec quelque chose qui est dans l'espace, c'est-à-dire la fabrication de matériaux ou de molécules en orbite, la réparation, le fait de servicer les satellites, de réparer les satellites, le fait de donner un autre objectif, de changer la mission des satellites en orbite. Il y a des satellites aujourd'hui qui vont être modifiables et donc du coup, leur donner beaucoup plus de valeur. Et donc ça va permettre d'élargir aussi le gâteau. Il y a tous les services aussi d'exploration. Par exemple, on parle de la Lune, on parle des corps célestes. Il va y avoir une mission fantastique bientôt, Psyché, qui va aller sur un astéroïde de métal. Donc ça, c'est encore quelque chose d'assez intéressant. Et beaucoup d'autres activités. Il y a des gens qui pensent à faire des zones, des data centers sur la Lune ou en orbite, des satellites relais. Donc il y a toute... C'est une façon de laisser la place aussi à tous ces nouveaux acteurs et à toutes ces nouvelles opportunités, de leur dire, vous pouvez venir, il y aura un parachute. Et en plus, venez, on a besoin de mutualiser un petit peu les coûts. Exactement, c'est-à-dire c'est vraiment agrandir la taille du secteur, mais en même temps l'accompagner. C'est-à-dire notre rôle, il a changé avec effectivement la nouvelle industrie, c'est-à-dire on est passé de partenaire. On est toujours partenaire et on permet le financement, mais aujourd'hui, on est devenus quasiment des conseillers. On leur permet d'établir leur stratégie, non seulement de financement, mais de déploiement, de développement. Et donc, on veut continuer dans cette approche pour effectivement grandir l'assiette du risque et continuer à faire notre job. Merci, Denis Bensoussan, d'avoir pris le temps de venir nous éclairer sur ce sujet. Merci à vous, Maxime, plutôt, de nous avoir rejoints pour cette conversation. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart, à la production Lily Zalkind.